Donc nous avons parlé d'isomérie. L'isomérie, c'est quoi? L'isomérie, c'est quand on a deux molécules qui vont posséder la même formule brute, mais qui seront différents soit par leur formule développée, soit par leur représentation dans l'espace. Quand ils seront différents par leur formule développée, on va les appeler des isomères de constitution. Sinon, si c'est par leur représentation dans l'espace, on va les appeler des stéréoisomères. Alors là, ils vont vous donner, c'est l'étymologie, c'est pas très important. Et là, alors là, concentrez-vous bien, il y a une petite erreur qui n'est présente que sur cette diapositive, qui ne va pas être récurrente dans les autres, vous inquiétez pas. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'on a différents types d'isomérie, qui sont l'isomérie de constitution, ok, c'est l'isomérie plane, c'est ok, c'est bon, et l'isomérie de configuration. Alors non, c'est pas très précis. On a la stéréoisomérie, c'est-à-dire on a l'isomérie de constitution et la stéréoisomérie. L'isomérie de configuration, c'est un type de stéréoisomérie. C'est pas exactement la même chose. Donc faites attention sur ce point. Et enfin, ces molécules appelées isomères peuvent avoir des propriétés physiques, chimiques et biologiques différentes. Remarquez-le bien, tout à l'heure, on avait parlé d'énantiomères. Pour les énantiomères, on avait dit qu'ils ont les mêmes propriétés physico-chimiques, mais des propriétés biologiques différentes. Mais quand on parle des isomères, plus généralement, on va dire qu'ils peuvent avoir des propriétés physiques, chimiques et biologiques différentes. Mais pour les énantiomères, c'est uniquement leurs propriétés biologiques qui seront différentes. Et là, regardez ce qu'on vous écrit. Pour un ose qui va contenir N carbone asymétrique, on a 2 à la puissance N stéréoisomères. Alors ça, vous devez le connaître par cœur. Je reprends. Donc on va reprendre avec notre isomérie. Des isomères, c'est quoi? Ce sont des molécules qui vont avoir la même formule brute. S'ils ont en plus d'une même formule brute, une même formule développée, on va les appeler des isomères de constitution. Très bien. Alors dans les isomères de constitution, vous vous rappelez, on en a cité 3. On avait d'abord les isomères de chaîne. Les isomères de chaîne, c'est quand on a, à partir d'une même formule brute, des formules développées différentes, et ces formules développées elles seront différentes par leur chaîne carbonée principale. On peut par exemple, l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, c'était le butane. Je peux soit avoir le butane, c'est le C4H10. Donc je peux soit avoir une chaîne simple, soit une chaîne carbonée avec une ramification. On a également les isomères de position. Ce sont des isomères où on va tout simplement changer la position du radical. Et enfin, les isomères de fonction, c'est surtout ce qui va nous intéresser dans ce cours. Et c'est en fait les isomères de constitution qui vont être différents par leur fonction. Par exemple, à partir d'une même formule brute, on peut soit avoir une formule développée contenant un aldéhyde, soit une formule développée contenant une cétone. Et là, vous remarquez que pour les isomères de constitution, on a 3 types. 3 types d'isomères de constitution. Et donc, constitution, j'ai 3 T. Constitution. Voilà. Grâce à ça, vous pouvez faire la différence entre les isomères de constitution et la stéréoisomérie et ces 2 types. Les stéréoisomères, c'est quoi? Ce sont en fait des molécules qui auront une même formule brute, une formule développée qui sera la même, mais une configuration spatiale ou une forme spatiale qui est différente. Et dans ce cas, on peut, dans cette stéréoisomérie, on distingue 2 types. On a l'isomérie de conformation et l'isomérie de configuration. L'isomérie de conformation, alors quand je dis conformation, ça me fait penser personnellement à une pâte à modeler qu'on est en train de former, à laquelle on va donner une forme. Et on peut changer cette forme comme on veut. Tout comme dans l'isomérie de configuration. En fait, dans cette isomérie, on peut passer d'une structure, c'est-à-dire d'une molécule à une autre, par une simple rotation autour d'une liaison. Et donc c'est réversible. J'ai pas besoin de casser la liaison pour passer d'une molécule à une autre. Une simple rotation fera l'affaire. C'est ça l'isomérie de conformation. Et d'un autre côté, on a l'isomérie de configuration.
Alors dans l'isomérie de configuration, c'est un peu la plus importante pour ce cours, on aura deux types, deux catégories. D'abord les énantiomères, on les a définis, ce sont ces molécules qui seront caractérisées par un ou plusieurs carbones asymétriques. Encore une fois, les énantiomères, ce sont des molécules qui seront images l'une de l'autre dans un miroir, mais qui ne seront pas superposables. C'est tout. Et ceci est dû à la présence d'un carbone asymétrique qui va donner à la molécule la propriété de chiralité. Les diastéréoisomères de leur côté, ils ne seront ni images l'un de l'autre dans un miroir, ni superposables. Et on en distingue deux types. Certains vont disposer dans leur structure des carbones asymétriques et d'autres pas. Ceux qui ne contiennent pas de carbone asymétrique seront retrouvés dans le cas des isoméries ou des diastéréoisoméries, pour plus de précision, ZE et cis-trans. La différence entre les deux, c'est que dans cis-trans, on a des molécules d'hydrogène, et là, on a des substituants à la place de l'hydrogène. Et on a enfin des molécules qui vont comporter plusieurs carbones asymétriques. Déjà, remarquez la différence. Là, on a dit, dans le cas des énantiomères, on a parlé d'un ou de plusieurs carbones asymétriques. Alors qu'ici, on a toujours plusieurs carbones asymétriques, et on a dit, ce sont les épimères, qui vont être différents l'un de l'autre uniquement par un seul carbone asymétrique, et les anomères qu'on va aborder dans un petit instant. Voilà, et on reprend une dernière fois. Donc vous avez ici l'isomérie de constitution de 3T avec 3 types. Isomérie de chaîne. Alors l'isomérie de chaîne, c'est quand on a des chaînes carbonées différentes, c'est plus la même chaîne principale. L'isomérie de fonction, c'est ce qui va nous intéresser dans ce cours avec l'exemple des glucides. On peut avoir soit une fonction aldéhyde, soit une fonction cétone. Et l'isomérie de position, c'est tout simplement quand on va changer la position d'une ramification. Alors, le OH, il est caché, il est là, et là, on lui a changé sa place. Tout simplement. Et dans la stéréoisomérie, on a deux types aussi. On a dit que ce sont les stéréoisomères de configuration, et ce qui va nous intéresser dans ce cours, les stéréoisomères de configuration. Dans les stéréoisomères de configuration, on a les énantiomères, qui sont images l'un de l'autre dans un miroir, et les diastéréoisomères, qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Et les deux ne sont pas superposables. Dans la diastéréoisomérie, on a dit qu'on avait l'épimérie, où les molécules vont être différentes l'une de l'autre uniquement par un seul carbone asymétrique, et l'anomérie, qu'on va aborder tout à l'heure. Voilà. Normalement, c'est bon. La quatrième notion, c'est le pouvoir rotatoire. Un pouvoir rotatoire, c'est quoi? C'est tout simplement la propriété des molécules qui vont contenir un carbone asymétrique. Alors regardez bien. Déjà, pour commencer, c'est quoi une molécule qui va comporter un carbone asymétrique? C'est tout simplement une molécule qui ne va pas avoir d'axe ou de centre de symétrie. On avait parlé de symétrie tout à l'heure, c'était la première notion à réviser en chimie. Et forcément, un carbone qui est asymétrique, il n'a pas de centre de symétrie. Très bien. Et ce carbone asymétrique, il va procurer aux molécules une propriété qu'on appelle l'activité optique. Et l'activité optique, elle va être manifestée par un pouvoir rotatoire. Ça veut dire quoi, tout ça? C'est tout simple. Alors imaginez, pas imaginez, il y a en fait ce qu'on appelle un appareil qui s'appelle le polarimètre. Un polarimètre, c'est en fait un appareil qui va contenir un polariseur. Alors vous voyez, cette lumière, elle est dispersée un peu partout. C'est par définition la nature de la lumière, elle sera dispersée dans tous les sens. Ce polariseur va faire en sorte qu'elle soit propagée que dans une seule direction. Elle va suivre un seul sens de propagation, c'est-à-dire selon un seul plan que vous voyez ici. Et spontanément, on a envie de dire que si cette lumière qui était propagée selon ce plan-là, si elle traverse une substance X, elle va sortir selon le même plan. Mais ceci n'est pas réalisable quand on a des substances qui ont une activité optique. En fait,
quand cette substance a une activité optique, elle va dévier la lumière polarisée. On dira qu'elle a un pouvoir rotatoire. Et ce qu'elle va faire en fait, c'est qu'elle va faire tourner le plan de la lumière polarisée. Mais elle va toujours rester plane, d'accord? C'est une remarque. Donc à partir d'un plan, on aura un autre plan qui sera incliné. C'est tout. Et ça, c'est permis grâce à la présence de carbone asymétrique. Ainsi, les énantiomères, d'accord? On nous parle d'isomères optiques, ce sont les énantiomères. Ils ont les mêmes propriétés physiques et chimiques, on en a parlé, on l'a cité tout à l'heure, mais ils ont un pouvoir rotatoire qui est différent. Ils ont un pouvoir rotatoire spécifique. Pour être plus précis encore, ces pouvoirs rotatoires, ils sont égaux en valeur absolue, c'est-à-dire qu'ils auront une même valeur en absolu, mais des signes contraires. Et l'un des énantiomères sera dit d'extogire, ou la substance qui va contenir cet énantiomère sera dite d'extogire. Ça veut dire qu'elle va dévier la lumière polarisée vers la droite. Et on va noter, elle sera notée en plus. Quand on met un signe plus, ça veut dire que c'est une substance d'extogire. Contrairement à la substance d'évogire, qui elle va faire dévier la lumière polarisée vers la gauche, et elle aura le signe moins. Pour un carbone asymétrique, un seul carbone asymétrique va donner deux énantiomères. Par exemple, on aura un énantiomère d'extogire et un énantiomère lévogire. Si on a prédominance des substances, si on a prédominance d'un énantiomère lévogire dans cette substance, on aura une déviation de la lumière polarisée vers la gauche. Si on a une prédominance de l'énantiomère d'extogire dans la substance, on aura forcément une déviation de la lumière polarisée vers la droite. Mais si on a une équivalence entre ces deux énantiomères, eh bien, la lumière polarisée va garder une même direction de propagation. Elle ne sera pas déviée. C'est la même. Parce qu'on aura autant de déviation vers la gauche que de déviation vers la droite. Et au final, on n'aura pas c'est-à-dire qu'on ne va pas percevoir une déviation de la lumière polarisée par rapport à son plan de départ. Et si vous ne le savez pas, sachez qu'en fait, une substance qui va contenir la même proportion des deux types d'énantiomères, si vous ne le savez pas, je vous le dis maintenant, ça s'appelle un mélange racémique. Mélange racémique, c'est-à-dire proportion équimolaire des deux types d'énantiomères d'une molécule. Et finalement, un mélange racémique ne va pas dévier la lumière polarisée. Ça revient dans les QCM, donc je voulais vous faire cette petite remarque. Nous allons maintenant parler de nomenclature des oses. La nomenclature des oses, elle est toute simple. Elle va respecter les principes de chimie. En chimie, dans la nomenclature de n'importe quelle molécule, on s'arrange toujours pour que son groupe caractéristique, et même son groupe caractéristique le plus dominant, porte le carbone. Il faut qu'il soit porté sur le carbone qui porte le numéro le plus petit. C'est-à-dire, si on prend par exemple cette ose-là, c'est en fait le glucose, c'est un aldose. Vous voyez que là, on a une fonction aldéhyde. Et la chaîne carbonée, elle est là. C'est ça la chaîne carbonée. Je peux commencer la numérotation des carbones, soit par là, parce que c'est ça le premier carbone, soit par là, soit par ici. Mais on doit commencer de ce côté-là, parce que c'est de ce côté-là qu'on va avoir la fonction dominante, qui est le carbonyle en bout de chaîne. C'est ça. Et dans le cas d'un cétose, alors on n'aura pas de groupe caractéristique en bout de chaîne, mais on va quand même s'arranger pour qu'il y ait tout de même pour qu'il soit quand même porté sur le carbone le plus petit. C'est-à-dire même si c'est pas le premier carbone, il doit porter le numéro le plus petit. Par exemple, dans ce cas, on va mettre le premier carbone de ce côté-là et non pas de ce côté-là pour qu'on aboutisse au numéro le plus petit. Si on commence de ce côté-là, on aura un 2. Si on commence par là, on aura un 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 5. Et voilà. Au final, on va se retrouver avec les aldoses qui vont porter leur groupe carbonyle sur leur carbone numéro 1 et les cétoses qui vont porter leur groupe carbonyle sur le carbone numéro 2.
Maintenant, juste une petite remarque, en fait on est en train de parler de la structure linéaire des oses. Linéaire, ceci suggère qu'on a une autre structure. Mais bon, pour l'instant on va se limiter à cette structure linéaire. Et qu'est-ce que vous remarquez? On a représenté cette représentation et on a donc une chaîne de carbone linéaire. Est-ce que vous savez comment on appelle cette représentation? Tout à l'heure, on a parlé des formules. On a les formules brutes, développées, semi-développées. Et on a parlé de la représentation de crâne. Et est-ce que vous savez comment on appelle celle-ci? Eh bien, celle-ci s'appelle la projection de Fischer. La projection de Fischer, elle va être obtenue à partir d'une représentation tridimensionnelle d'une molécule, c'est-à-dire la représentation de crâne. Et vous allez voir comment on va la faire en chimie. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Mais en tout cas, c'est à partir de cette représentation de crâne qu'on va passer à cette représentation plane. Cette représentation plane nous donne un peu nous donne une idée sur la forme tridimensionnelle de la molécule. En effet, pour réaliser cette projection de Fischer, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit prendre donc notre molécule ici. On s'arrange pour que le carbone le plus oxydé soit au sommet de la molécule. Et à partir de là, on va faire en sorte que la chaîne carbonée principale, elle est là la chaîne carbonée principale, soit, c'est-à-dire on va s'arranger pour que le regard de l'observateur, dans ce cas il doit être ici, se fait de telle sorte que la chaîne carbonée principale paraisse en arrière. Vous voyez ces hachures, elles sont en arrière, c'est-à-dire dans un plan, elles sont en arrière par rapport à l'observateur, et que ces deux, le reste, ici le OH et le H, soient dirigés vers l'observateur, en avant, comme ça. Et au final, on va aboutir à cette structure-là, notre projection de Fischer. Et à partir de cette projection de Fischer, vous voyez que c'est très facile, ça facilite l'étude d'une structure moléculaire complexe, et ça facilite également la perception des isoméries optiques. Ici, je peux facilement identifier les énantiomères en inversant tout simplement entre un H et un OH. Voilà, si j'inverse entre les deux, là j'aurai un énantiomère. Un exemple plus parlant, là vous voyez qu'on a des molécules, images l'une de l'autre dans un miroir, non superposables. On a la présence d'un carbone asymétrique. Un carbone asymétrique parce qu'on a 4 substituants différents, vous les voyez. Donc là on est dans le cas d'une énantiomérie. Vous voyez la représentation de chaque énantiomère sur une projection de Fischer, et c'est directement parlant. Voilà. Et alors je vous informe tout de suite que les énantiomères possèdent une nomenclature. En effet, si leur OH est placé à droite, ici, à droite, ils vont faire partie de ce qu'on appelle la série D. Alors vous voyez que dans cet exemple, on a choisi l'ose le plus simple, plus précisément l'aldose le plus simple, qui est le glycéraldéhyde. Et en fonction de la position du OH, s'il est à droite ou à gauche, on va déterminer respectivement la série D pour droite et la série L. L pour la gauche, left. Et donc ça, c'est pas très compliqué parce que c'est un ose voilà, qui va contenir un seul carbone asymétrique. Maintenant, si je vous dis qu'on a un ose qui est un peu plus complexe que ça, qui va contenir plusieurs carbones asymétriques, quel carbone asymétrique va-t-on choisir pour déterminer la série de l'ose, pour savoir s'il appartient à la série D ou s'il appartient à la série L? Eh bien, on va prendre comme référence le dernier carbone asymétrique, c'est-à-dire le carbone qui va porter l'indice le plus élevé. Parce que, pour rappel, on va commencer toujours la numérotation par l'aldéhyde, ou enfin, là on a pris un exemple de glucose, donc c'est l'aldéhyde. Si on a une cétone, on va prendre, donc voilà, on va toujours commencer du carbone le plus oxydé. Et voilà, donc le carbone asymétrique qui va porter l'indice le plus élevé, lui, va déterminer à quelle série va appartenir l'énantiomère. Si le OH est placé à droite, c'est la série D. Si le OH est placé à gauche, c'est la série L, encore une fois. Très important à noter qu'en fait, la plupart, pas tous, mais la plupart des oses
naturels qui vont être dans notre organisme vont appartenir à la série D. La plupart. Ça, c'est à retenir. Maintenant, vous voyez, là, on a des exemples d'os. On a pris des exemples d'os. On a le mannose qui est là, le glucose et le galactose. Si je vous dis quelle relation de stéréoisomérie va unir le mannose et le glucose, vous remarquez qu'ils ont un carbone asymétrique qui est différent. Et on les appelle comment ces stéréoisomères? Ce sont des épimères. Même question pour le glucose et le galactose. Ils ont également un carbone asymétrique qui est différent. Ce sont également des épimères. Donc le mannose et le glucose sont épimères en 2. Le glucose et le galactose sont épimères pour le carbone numéro 4. Ça, on peut vous le donner dans les QCM. Ça peut faire l'objet donc d'une proposition de QCM. Et là, je vous propose un petit moyen mnémotechnique pour retenir ça. Le glucose, alors vous voyez que ces deux relations d'épimérie font intervenir le glucose. Le glucose, c'est la star de ce cours. C'est l'os le plus important, donc vous allez bien le retenir. Et donc, le glucose, avec le mannose, va entretenir une épimérie au niveau du deuxième carbone. Le mannose, ça fait rappeler à une main. J'ai une main, voilà, avec 5 doigts. Main, et on a 2 mains. Donc, 2 mains, mannose, épimère en 2, avec le glucose. Maintenant, le galactose, c'est simple. Glucose, galactose, ils vont les deux commencer par un G. Et vous voyez qu'un G, si je l'écris un peu comme ça, voilà, je le déforme, ça va faire penser à un 4. Faites appel à votre mémoire visuelle, et imaginez qu'on a un 4. Le G, c'est un 4, voilà. Et vous les retenez comme ça. Alors, les épimères dans le corps, ils vont se faire soit naturellement, c'est-à-dire soit vous allez consommer directement du mannose, du glucose qui vont se retrouver dans votre corps de cette façon-là, soit on a des enzymes. Les enzymes, qu'on appelle des épimérases, vont se charger donc des relations d'épimérisation. Et un exemple d'épimérase, un exemple d'épimérase sur le corps, c'est une épimérase qui sera chargée de la transformation du galactose en glucose. Et devinez quoi? Si cette épimérase est absente, nous aurons une pathologie. Cette pathologie, c'est ce qu'on appelle la galactosémie congénitale. C'est une maladie quand même assez connue. Et voilà, on l'appelle la galactosémie congénitale. Elle est due à l'absence de l'épimérase qui va se charger de la transformation du galactose en glucose. Il va s'accumuler. Et voilà. Petite remarque, quand on parle de congénital, ça veut dire que le nouveau-né est né directement avec cette pathologie, contrairement à une pathologie acquise, qui va être acquise de l'environnement. Elle n'est pas portée dans les gènes. Le mannose, et là on nous dit qu'en fait le mannose est épimère du 2 en glucose, c'est bon, on l'a appris. Voilà. Alors, remarque très importante. Tout à l'heure, nous avions parlé de l'activité optique des énantiomères. On avait dit que 2 énantiomères avaient des propriétés physico-chimiques identiques, mais une activité optique qui sera différente. C'est-à-dire leur action sur la lumière polarisée sera différente. Ils peuvent la faire soit tourner à droite, soit à gauche. Et on avait dit que si l'énantiomère faisait tourner, dévier la lumière polarisée à droite, il sera dextogire, avec un signe plus, sinon il sera lévogire, avec un signe moins. Là, vous faites attention à ne pas confondre la notion, donc ces deux notions-là, qui concernent la lumière polarisée, avec la série D et la série L. Quand j'écris D ou L devant un ose, on fait référence à sa série. Et c'est quand on rajoute ce plus et ce moins qu'on va faire référence à son action sur la lumière polarisée. Ça, c'est un point. Deuxième point, il n'y a pas de relation entre la série D et la série L et leur capacité à dévier leur lumière polarisée à droite ou à gauche. Ça veut dire que c'est pas parce que j'ai un ose qui appartient à la série D qui va obligatoirement dévier la lumière à droite, ou alors qu'un L qui va obligatoirement dévier la lumière à gauche. Un D
un ose qui appartient à la série D peut aussi bien dévier la lumière à droite qu'à gauche. C'est-à-dire chaque ose aura sa caractéristique. Là, on voit des exemples. On a un exemple. Le glucose, le D-glucose, va dévier la lumière à droite. Plus, c'est un dextogire. Le fructose, qui appartient également à la série D, lui sera l'évogire. Il va dévier la lumière à gauche. Et vous voyez le signe moins. Donc, l'appartenance à une série ne préjuge pas du sens du pouvoir rotatoire. Il ne faut jamais confondre entre la forme D avec dextogire, enfin la forme D avec dextogire et la forme L avec l'évogire. Voilà, j'espère que c'était bien clair pour vous. Petite remarque, quand on parle de dextogire et l'évogire, alors là j'ai fait une petite erreur. On n'écrit pas le D et le L en majuscule. C'est un D minuscule et un L minuscule. Voilà, ça c'était donc une petite remarque. Maintenant, alors nous avons parlé des oses, d'accord. Dans la nature, on a plusieurs oses, et voilà, ils sont présents dans la nature. A priori, chacun a sa formule chimique, sa structure chimique, et ils n'entretiennent pas forcément des relations entre eux. Mais en fait, Monsieur Kiliani Fischer a pu identifier comme une certaine logique qui va les unir. En réalité, Monsieur Fischer a pu identifier une certaine logique qui va régir la structure des oses. C'est-à-dire, cette logique, elle va expliquer comment ces oses vont s'organiser. En effet, c'est déjà ce qu'il appelle la filiation des oses, pour commencer. Et cette filiation consiste tout simplement à rajouter de l'extrémité C1, à partir de l'os le plus simple, donc à partir de son extrémité C1, on va toujours rajouter un carbone asymétrique. Un carbone. Et on va s'expliquer. C'est-à-dire, donc là j'ai pris l'exemple des aldoses. Ça, c'est la filiation des oses qui va concerner les aldoses. Filiation des aldoses. Et donc la filiation, elle commence à partir de l'ose le plus simple. Ici, l'aldose le plus simple, c'est le glycéraldéhyde. À partir de cet aldose le plus simple, on va rajouter un carbone dans l'extrémité C1. C'est-à-dire dans l'extrémité qui va porter la fonction aldéhyde. Et vous savez, donc si on va rajouter un carbone de cette extrémité, on va se retrouver avec un carbone asymétrique. Si je rajoute voilà, un carbone ici, ce carbone-là va devenir asymétrique parce qu'il sera relié à 4 composés différents. On a par là donc le nouveau C qu'on a rajouté, par là le reste de la molécule, ici on a un OH et par là on a un H. Mais on peut en fait avoir le OH et le H, enfin on peut les placer soit à droite soit à gauche, de façon interchangeable. Spontanément vous avez envie de me dire que ce sont des énantiomères qu'on va obtenir, mais non, ce ne sont pas des énantiomères, puisqu'on a un autre carbone asymétrique qui n'a pas changé. C'est le même. C'est-à-dire là, ça veut dire qu'on aura des molécules qui seront différentes uniquement par un seul carbone asymétrique. Ce sont donc des épimères. C'est-à-dire qu'à partir que pour chaque ose, en rajoutant un carbone, on va aboutir à des épimères. Et c'est ça ce qu'on appelle la filiation des oses. On va passer des trioses aux tétroses, aux pentoses, aux hexoses. Et je vous ai dit, généralement dans le corps, on s'arrête aux hexoses. Et à partir de là, c'est-à-dire qu'on va respecter la même logique partout entre chaque niveau de filiation. Là, on va encore ajouter des carbones asymétriques. Vous voyez que pour chaque ose, les derniers carbones asymétriques sont les mêmes. Par exemple, là, on a rajouté celui-là. Ces deux oses seront épimères au niveau de ce carbone asymétrique et ceux-là seront constants. Et ainsi de suite. Je pense que vous avez quand même saisi la logique. Là, on a donné l'exemple des aldoses, mais on peut très bien le faire avec les cétoses. Pour les cétoses, on va incruster le nouveau carbone juste après la fonction cétone. Donc là, on aura cette partie de la molécule qui sera constante dans la filiation. Et c'est le carbone qui sera rajouté juste après la fonction cétone qui va faire la différence entre les oses. Voilà, ici ils seront différents, ils ne sont pas du même côté, ils seront épimères entre eux. Ici, voilà, donc vous avez compris. Maintenant, vous pouvez vous demander, est-ce que vous êtes censé retenir toutes ces structures ?
Alors là, ça va dépendre de votre prof. Donc je vous conseille directement d'aller lui parler. Mais donc en général, très généralement, on ne vous demande pas de les retenir. Ceci dit, il y a quand même des structures, il y a des oses dont la structure est connue et qu'on demande tout de même de retenir, qui sont le glucose, le mannose et le galactose, ainsi que le ribose pour les aldoses. Ceux-là, il faut quand même un peu les retenir pour comprendre certaines propriétés biochimiques. D'ailleurs, on avait pris l'exemple de l'épimérie qui va relier le glucose au mannose et le glucose au galactose. Et pour les cétohexoses, le plus important, c'est le fructose. Voilà. Nous avons donc terminé de parler de la structure linéaire des oses. Maintenant, nous allons passer à leur structure cyclique. Il faut savoir qu'en solution, les oses ne vont pas exister sous cette forme-là, la forme linéaire qu'on avait décrite. En effet, ils vont prédominer sous forme cyclique, c'est-à-dire un cycle fermé. Et il faut retenir que cette forme cyclique va concerner essentiellement les exoses, c'est-à-dire les oses à 6 carbones, qu'ils soient cétohexoses ou aldohexoses. Et donc, on va s'intéresser particulièrement à ce type d'ose. Le reste des oses peuvent éventuellement être concernés par cette cyclisation, mais c'est pas la forme majoritaire. Voilà. Et ils vont pas tellement nous intéresser parce que c'est pas les oses majoritaires dans notre organisme. Et donc voilà, là maintenant on va parler surtout des exoses. Cette forme cyclique est possible suite à une réaction qui va se faire entre le carbonyle, entre le groupement carbonyle, et le groupe hydroxyle de la même molécule, du même ose. Et suite à cette réaction, on aura la formation d'un nouveau groupe chimique qui sera responsable de la fermeture et donc de la cyclisation de la molécule, et c'est ce qu'on appelle un hémiacétal. Un hémiacétal, c'est tout simplement ce groupe chimique qui sera composé d'un carbone relié à un hydrogène d'un côté, un hydroxyle d'un autre, un radical également, et la dernière liaison va se faire avec un oxygène qui sera lui-même relié à un radical, le même ou un autre radical. Voilà. C'est par définition ça un hémiacétal. C'est un groupe chimique. Et vous voyez que là, on a effectivement un hémiacétal, parce qu'on voit donc le carbone. Ce carbone, on va l'appeler le carbone hémiacétalique. Et vous remarquez que ce carbone-là, ici ou ici, ce carbone hémiacétalique, c'est un carbone asymétrique. Il est relié à 4 substituants différents. Et donc on va faire l'analogie, c'est bien un carbone hémiacétalique qui sera relié d'un côté à un hydrogène, d'un autre à un hydroxyle. Il sera également relié donc à un radical, un premier radical, et enfin à une molécule, plutôt à un atome d'oxygène, lui-même relié à un radical. Voilà. Et c'est ça donc la forme cyclique des oses. Il faut savoir qu'on a deux types de formes cycliques. On a une forme cyclique, un cycle à 6 côtés, c'est un hexagone, tout simplement, qui va se présenter sous cette forme-là, et l'un des sommets va porter l'oxygène, un atome d'oxygène. Et on a une forme furanose, c'est-à-dire un cycle à 5 côtés, et lui il va se présenter sous cette forme-là. Encore une fois, l'un des sommets va porter l'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène qui sera engagé dans le groupe hémiacétalique. Voilà. Et pour passer d'une forme linéaire, elle est là la forme linéaire, de cette forme linéaire, de la représentation linéaire de Fischer, à la représentation cyclique qu'on va appeler donc la représentation cyclique de Haworth, on va passer par une forme intermédiaire de représentation. C'est juste pour faciliter en fait, pour cibler les deux carbones qui seront engagés dans le pont hémiacétalique. Et cette représentation intermédiaire va porter le nom de représentation cyclique de Tollens. C'est-à-dire que ces deux-là, c'est les deux des formes cycliques, sauf que celle-là, on voit bien que c'est cyclique, c'est donc un peu une représentation entre guillemets plus représentative de la réalité, et celle-là,
c'est juste une forme intermédiaire pour nous aider à passer à cette représentation cyclique de Haworth. Mais ça reste une représentation cyclique. Et vous voyez que, encore une fois, cette représentation cyclique de Tollens, son rôle principal, c'est de mettre en relief les deux carbones asymétriques qui vont participer dans le pont hémiacétalique. Le choix des carbones va dépendre de deux critères essentiellement. Tout d'abord, il va dépendre de si on souhaite avoir un cycle à 6 côtés, c'est-à-dire une forme pyranose, ou un cycle à 5 côtés, c'est-à-dire une forme furanose, mais également si l'ose concerné est un cétose ou un aldose. Voilà, aldose ou cétose. Bien sûr, aldohexose ou cétohexose, pour être plus précise. Donc, si on a un aldohexose et qu'on souhaite avoir une forme pyranose, la liaison ou le pont hémiacétalique va se faire entre le carbone C1, qui est porteur du groupe carbonyle, et le carbone C5. Cet exemple ici, c'est justement l'exemple qu'on a ici, entre le carbone C1 et le carbone asymétrique C5. Elle va se faire entre le groupe carbonyle et ce groupe hydroxyle. Si on souhaitait avoir la forme furanose, la liaison se fera cette fois-ci entre le carbone C1 et le carbone C4. Pour les cétoses, alors là on n'a pas d'exemple de cétose, mais vous l'avez deviné, dans les deux cas, comme on a besoin de la fonction carbonyle, dans les deux cas on a besoin du deuxième carbone asymétrique. Pour avoir une forme pyranose, ce carbonyle va se lier avec l'hydroxyle du carbone C6. Sinon, si on veut une forme furanose, il va se lier plutôt avec le carbone C5. Voilà. Et vous voyez un peu comment ça s'organise. On va donner des exemples maintenant tout de suite. Juste une petite remarque avant de passer aux exemples. Donc vous voyez que finalement pour chaque ose, on peut avoir soit une forme pyranose, soit une forme de furanose. Mais n'importe quelle ose aura tendance à s'orienter préférentiellement vers une certaine forme. Par exemple, le glucose va surtout va avoir tendance à prendre une forme de pyranose, bien qu'il soit capable de porter la forme furanose. Au final, on va donc se retrouver avec, c'est-à-dire pour chaque type d'ose, on va se retrouver avec une forme majoritaire, bien qu'il soit capable de prendre les deux formes. Voilà, maintenant on va passer aux exemples. Nous allons prendre quelques exemples pour comprendre comment va se faire la représentation cyclique des oses. Alors commençons par le cas des aldoses. Là j'ai pris comme exemple un glucose. Vous le savez, le glucose c'est un aldohexose, qui va ressembler à ça dans la projection de Fischer, avec une fonction aldéhyde en haut portée par le premier carbone, suivi de carbones asymétriques qui vont chacun porter un groupement hydroxyle. Remarquez-le bien, le dernier hydroxyle est porté par le carbone numéro 5 et il est situé à droite de la molécule. Il s'agit donc bien d'un ose de la série D. On a donc représenté la structure linéaire et numéroté les carbones. Ça, c'est la première étape. Juste après, nous devons dévier la molécule à 90 degrés et la placer horizontalement de telle sorte que les groupes hydroxyles, qui étaient placés à droite de la molécule, seront maintenant dirigés vers le bas tout en gardant la même numérotation. Et c'est à partir de là que nous pouvons passer à la représentation cyclique de Haworth. On peut choisir de la représenter sous forme de pyranose ou de furanose. Je vais commencer par représenter le glucopyranose. Entre parenthèses, en chimie, un pyrane c'est un cycle à 6 sommets. Un ose qui va présenter cette forme-là portera donc le nom de pyranose. Alors pour le représenter, je vais commencer par modéliser le premier carbone. Je vais représenter ainsi. Donc ce carbone sera porteur de la fonction aldéhyde. Ensuite, je vais représenter les autres carbones asymétriques. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième dont l'hydroxyle est chargé de la fermeture du cycle. Et arrivé au sixième, alors là attention,
Celui-ci ne sera pas engagé dans le cycle, il sera relié au dernier carbone asymétrique. Et si le glucide appartient à la série D, il sera représenté en haut du cycle, sinon, s'il appartient à la série L, il sera en position inférieure. Ici, comme notre glucide appartient à la série D, eh bien, vous l'avez deviné, il apparaîtra en haut. Après ça, on représente les OH. La règle est simple. On se réfère à la projection de Fischer horizontale. Les OH qui sont dirigés vers le bas dans cette représentation vont également avoir cette direction dans la représentation d'Haworth. Et l'inverse est vrai. Les OH supérieurs dans Fischer seront représentés en bas dans Haworth. Nous obtenons alors la représentation que vous voyez. Enfin, nous arrivons à l'hydroxyle du 5e carbone. Je vous rappelle que ce carbone va participer à la formation du pont hémiacétalique dans un aldohexose pour former un pyranose. Et effectivement, son OH participera à une réaction chimique avec le carbonyle du même ose et formera un hémiacétal. Regardez, une liaison entre le O du OH et le C du carbonyle sera formée à partir de la double liaison du carbonyle. Et puis, l'hydrogène de l'hydroxyle va se lier à l'oxygène restant de l'ancien carbonyle et ainsi l'acétal sera formé. Alors là, remarquez que l'hydroxyle est de position supérieure. J'aurais très bien pu le représenter en bas. C'est-à-dire que ce carbone hémiacétalique, qui est un carbone asymétrique, vous l'avez remarqué, va présenter deux configurations. Et c'est ça ce que l'on appelle une relation d'anomérie. L'anomère qui va présenter un hydroxyle qui sera du même côté du dernier carbone, c'est-à-dire du carbone qui va déterminer la série, est appelé l'anomère bêta. S'ils sont de côté opposé, il va porter le nom d'anomère alpha. Ainsi donc, la nomenclature de l'anomère dépend de la position de l'hydroxyle lié au carbone hémiacétalique par rapport au dernier carbone, c'est-à-dire le carbone distal qui va déterminer la série de l'ose. Cette ose représentée ici va donc porter le nom de bêta-D-glucopyranose. Représentons maintenant la forme furane du glucose. C'est à peu près la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir 5 carbones dans le cycle, nous en aurons 4. C'est-à-dire que c'est le 4e carbone qui sera engagé dans le pont hémiacétalique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de sa formation ici, je pense que vous l'avez compris. Le 5e et le 6e carbone ne feront donc pas partie du cycle. Et comme l'ose appartient à la série D, ils vont être dirigés vers le haut. Et là, on va prendre comme exemple un anomère alpha. Vous voyez que le OH et le carbone distal n'ont pas la même direction. Ici, on a donc représenté le alpha des glucofuranos. Pour vous rappeler de la nomenclature des anomères, je vous propose ici un petit moyen mnémotechnique. Dans l'anomérie alpha, le carbone distal et l'hydroxyle seront de côté opposé. Et vous voyez que dans la lettre alpha, on a une croix. Ce sont deux segments qui s'opposent et qui vont se croiser. D'un autre côté, dans le bêta, vous remarquez que les deux trous du B ont la même direction, tout comme le OH et le carbone distal dans l'anomère bêta. Nous allons parcourir très rapidement un autre exemple, celui d'un cétose cette fois, en choisissant le fructose comme exemple. Alors déjà, vous voyez la structure caractéristique des cétoses avec le carbonyle présent en deuxième position. Les carbones sont numérotés de 1 à 6, et là, on bascule la molécule à 90 degrés pour nous faciliter le passage à la représentation d'Haworth. Cette dernière sera très similaire à celle des aldoses, avec une différence à noter qui est au niveau du carbone hémiacétalique. En effet, celui-ci ne sera pas lié à un hydrogène cette fois, mais plutôt au premier carbone de l'ose. Et c'est donc le deuxième carbone qui va participer dans le cycle, suivi des autres carbones asymétriques. Le pont hémiacétalique sera formé par l'intervention du groupe carboxyle du deuxième carbone et du groupe hydroxyle du 5e carbone. Le carbone le plus distal sera toujours responsable de la détermination de la série. Ici est représenté le D-fructofuranose. Et en fonction de la position de l'hydroxyle du carbone hémiacétalique, nous pouvons obtenir les deux représentations anomériques, alpha et bêta. La représentation du fructopyranose est également possible.
Le pont hémiacétalique fera intervenir le 2e carbone et le 6e carbone, mais la forme en furanose est de loin la plus importante. Nous avons fini de parler de la structure cyclique des os. Nous avons vu comment nous pouvions passer d'une représentation linéaire à une représentation cyclique tout en prenant un exemple pour modéliser cette propriété. Nous savons également maintenant ce que sont des anomères, cette relation d'anomérie qui va faire intervenir l'hydroxyle hémiacétalique et le carbone distal. S'ils sont de même côté, ils vont déterminer l'anomérie bêta, qu'on appelle également l'anomérie 6, d'accord, s'ils sont du même côté du cycle. Sinon, s'ils sont de côté opposé, ils vont déterminer l'anomère dit alpha ou trans. Alors sachez qu'en fait, même si un ose peut prendre les deux configurations anomériques, alpha ou bêta, il aura tendance à prendre une de façon préférentielle. Si on prend par exemple le glucose, alors là vous voyez le déglucose, l'anomère alpha ne représente que 36% de la forme cyclique en général, alors que la forme bêta, qui est donc de 64%, est la forme majoritaire. Et ceci est dû à la plus grande stabilité de l'anomère bêta. Pourquoi c'est plus stable? Eh bien c'est tout simplement à cause de ces groupements hydroxydes. Alors vous les voyez, ces groupements hydroxydes, ils auront cette tendance à vouloir occuper le plus d'espace. Et au final, si deux groupements hydroxydes sont très proches l'un de l'autre, ils vont toujours avoir tendance à générer plus de tension, parce qu'ils veulent se pousser l'un de l'autre pour occuper le plus d'espace. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'encombrement stérique. Et c'est justement à cause de cet encombrement stérique que la forme bêta, elle est plus stable. Parce que vous voyez que dans ce cas, les groupements hydroxyles sont plus éloignés l'un de l'autre que dans la configuration alpha. Une autre notion, c'est la mutarotation. La mutarotation, c'est tout simplement la possibilité de passer d'une forme anomérique à une autre. Et ceci va faire intervenir la structure linéaire de l'ose. C'est-à-dire que pour qu'il y ait mutarotation, il faut que le cycle s'ouvre pour qu'il permette donc le passage à la forme linéaire, et c'est à partir de là qu'on peut passer à l'autre anomère. C'est tout. Là, vous voyez des exemples qui ont déjà été cités, sont tout simplement les représentations cycliques du glucose et du fructose avec leurs deux anomères, alpha et bêta pour chacun. Le glucose aura tendance à prendre donc une forme pyranose, c'est la forme majoritaire. Vous voyez représenter le déglucopyranose. Et le fructose, quant à lui, sa forme majoritaire, c'est le furanose. Donc nous avons ici le défructofuranose. Les deux avec leurs deux anomères. Alors, sachez qu'en fait, même dans une structure cyclique, nous pouvons représenter la conformation spatiale des molécules. Pour la forme furanose, il y a cette conformation qu'on appelle la conformation enveloppe. Pour la forme pyranose, on a deux conformations, la conformation chaise et la conformation bateau. La conformation chaise, elle est plus stable que la conformation bateau, tout simplement parce qu'il y a moins d'encombrement stérique. Et vous remarquez que les molécules, enfin les atomes de cette molécule, représentés sous cette conformation chaise, sont plus éloignés les uns des autres, ce qui a pour conséquence d'avoir une plus grande stabilité au sein de la molécule. Alors nous avons parlé donc d'une structure cyclique. Alors est-ce que vous vous êtes posé la question de comment a-t-on pu savoir qu'ils avaient une structure cyclique dans l'eau? Eh bien, je vous le dis maintenant, c'est trop simple. C'est tout simplement parce que la forme linéaire d'un os ne va pas expliquer certaines réactions chimiques. Et la réaction de laquelle on va parler maintenant, c'est la réaction de Schiff. En fait, le glucose ne va pas réaliser la réaction de Schiff. Mais qu'est-ce que c'est que cette réaction de Schiff? La réaction de Schiff, c'est... Alors on va mettre dans un tube à essai la fuchsine. La fuchsine, c'est un colorant qui a une couleur violette, qui va tendre vers le pourpre. Si vous ne le connaissez pas, vous allez le connaître parce qu'on en parle.
dans les techniques de coloration. Quand on veut colorer une cellule ou un tissu surtout, on va utiliser ce colorant, il va donner une coloration caractéristique pour pouvoir l'observer au microscope. Enfin bref, là on ne va pas du tout l'utiliser dans ce contexte, on va donc le mettre dans un tube à essai. Et ce qu'on va lui faire, cette fuchsine, c'est qu'on va la décolorer. Bien. Après décoloration, elle est donc transparente, un peu comme ça. On va lui injecter, on va insérer comme ça, ce qu'on appelle le réactif de Schiff. Ce réactif de Schiff, c'est un réactif qui va contenir un alcool. Et il se trouve que si cet alcool va réagir avec une fonction aldéhyde libre, il faut qu'il réagisse avec une fonction aldéhyde libre, il y aura une recoloration de la fuchsine et elle va retrouver donc sa couleur initiale. Si cette recoloration est possible, elle va donc se faire, on va dire que la réaction de Schiff est positive. Sinon, si elle ne se fait pas, ça veut dire qu'il n'y a pas eu réaction entre l'alcool et une fonction aldéhyde libre, eh bien, la fuchsine va garder sa couleur transparente parce qu'elle a été décolorée, et on va dire que la réaction de Schiff a été négative. Et ceci se fait parce qu'il n'y a pas eu de fonction aldéhyde libre avec laquelle le réactif de Schiff pouvait réagir. Et c'est justement ce qui se passe dans le cas du glucose. Le glucose possède une fonction aldéhyde libre uniquement dans le cas où c'est un ose linéaire. Mais dans le cas où on a un ose donc sous forme cyclique, on l'a dit, la fonction aldéhyde sera engagée dans le pont hémiacétalique. Et là, donc, on aura un hémiacétal et on n'aura plus de fonction aldéhyde libre, ce qui a pour conséquence d'avoir une réaction de Schiff négative. Alors, je vous explique un peu comment va se faire la réaction de Schiff, très très rapidement. On a donc besoin, encore une fois, d'une fonction aldéhyde libre, et c'est à partir de là qu'on va rajouter à 2 reprises 2 alcools. 2 alcools vont être intégrés dans la molécule pour obtenir cet acétal. L'acétal, c'est un carbone qui sera lié à un hydrogène, à un radical et à 2 oxygènes, chacun lié à un autre radical. Donc vous voyez qu'il va ressembler à un hémiacétal, sauf que au lieu d'avoir donc un H qui sera lié à un oxygène ici, on aura plutôt un 3e radical. Et c'est ça une réaction de Schiff. Et qu'est-ce qu'on remarque dans le cas d'un glucose? Eh bien cette réaction n'est pas possible puisque on n'a pas un aldéhyde. On n'a pas un aldéhyde en solution, on a plutôt un hémiacétal. Et à partir d'un hémiacétal, ce réactif-là, ce réactif de Schiff, il ne pourra pas générer un acétal parce que tout simplement le pont hémiacétalique est trop stable pour qu'il puisse être coupé par ce réactif de Schiff. C'est tout. Ainsi donc, la fonction aldéhyde dans le glucose est engagée dans le pont oxydique pour la cyclisation. Le glucose ne donne pas avec les alcools un acétal, mais seulement un hémiacétal. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi on a cette réaction. Eh bien, c'est juste pour vous dire que le réactif de Schiff, il va réagir avec la fonction aldéhyde libre. C'est-à-dire, on parle bien de fonction aldéhyde. On n'est pas en train de parler du groupe carbonyle. Parce que le groupement carbonyle, il est soit libre dans la fonction aldéhyde, soit pas libre dans la fonction cétone. Et dans une cétone, effectivement, on n'a pas un acétal, on n'a pas la réaction de Schiff, on a un hémikétal et un kétal ici, ce que vous voyez. Et bref, ça ne nous intéresse pas ici, c'est juste pour vous dire que la réaction de Schiff, elle concerne uniquement les aldéhydes. Là, c'est une autre histoire.